Maloureine et la reine des fées. Texte par Laurent Chabin, illustration de Jean Morin. Chapitre 1. Le congrès annuel des fées. Comme tous les ans, le congrès annuel des fées se déroule dans l'hôtel le plus chic de la ville. C'est une réunion extrêmement élégante. Les plus belles fées de la région arrivent les unes après les autres dans leurs énormes voitures américaines. Leurs robes somptueuses brillent comme de l'or, leurs chapeaux étincellent de diamants, leurs sourires reluisent comme des cuivres bien astiqués. Chaque fée tient à son bras un prince charmant, jeune et beau, décoré lui aussi comme un sapin de Noël, avec ses dents bien rangées comme des touches de piano. Chacune, en sortant de sa voiture, pose son pied délicat sur un moelleux tapis rouge et avance en se dandinant élégamment. Éblouie par ce spectacle, une toute petite fée se tient timidement à l'écart sur le trottoir. Elle n'ose pas s'avancer dans la lumière. C'est qu'elle n'a pas de prince, elle, ni de chapeau pointu constellé de pierres précieuses. Elle n'a que sa petite robe de printemps de l'année dernière et sa baguette magique ressemble à un crayon mal taillé. La petite fée soupire. Elle s'appelle Maloureine. Elle voudrait bien entrer dans ce merveilleux hôtel. Après tout, elle est fée, elle aussi. Une toute petite fée, mais une fée quand même. Seulement, avec son petit chapeau de paille et sa baguette magique en plastique, elle se demande si on la laissera entrer. Après tout, que risque-t-elle à essayer? On ne va pas la manger. Elle fait un pas, puis un deuxième, et la voilà qui pose le pied sur le tapis rouge. C'est doux, c'est chaud, et personne ne lui dit rien. Alors, elle s'enhardit. Elle pose les deux pieds sur le tapis, puis elle trottine vers l'escalier illuminé. Elle grimpe les marches en sautant à pieds joints. À chaque bond, ses deux couettes font bravo au-dessus de sa tête. Et, avant qu'elle ait eu le temps de s'en rendre compte, la voilà tout en haut, toute menue entre deux majordomes imposants et écarlates, recouverts de boutons dorés. La petite fille s'immobilise soudain, rouge de confusion. Mais les deux majordomes ne bougent même pas un sourcil. C'est comme s'ils ne la voyaient pas. Maloureine reprend son souffle. Elle respire un grand coup et pénètre à l'intérieur. Quelle splendeur! C'est un tournoiement éblouissant de robes multicolores. Les fées continuent à arriver, toutes plus lumineuses les unes que les autres. Il n'y a pas d'autre mot. C'est féerique. Un nuage de bonheur emplit les poumons de la petite fée. En regardant par terre, elle s'aperçoit que même ses chaussures commencent à briller. Et, tout à coup, une grande fée s'approche d'elle, comme si elle venait enfin de la remarquer. C'est une belle, une grande, une magnifique fée. Maloureine frémit de plaisir. La grande fée est toute proche. Elle va lui parler, mais d'un geste rapide, la fée tend à Maloureine son manteau de fourrure et ses gants. Puis, sans dire un mot, elle tourne les talons et va se perdre dans la foule. Ça n'arrête plus. Les unes après les autres, les filles viennent déposer dans les bras de Maloureine leur fourrure, leur cape ou leur manchon de renard bleu. Et, debout au milieu du vestibule, croulant sous le poids des vêtements des invités, la petite fille comprend qu'on l'a simplement prise pour la dame du vestiaire. La dame du vestiaire! Son rêve s'évanouit d'un seul coup. Ses poumons s'emplissent de larmes qui lui montent aux yeux et dégoulinent sur ses joues. Désespérée, Maloureine pose doucement son gros tas de fourrure dans un coin, elle dévale les escaliers et sans se retourner, elle disparaît dans la nuit. Chapitre 2. La fourmi. Cachée dans l'ombre, Maloureine pleure, pleure, pleure. Elle pleure pendant des heures, elle pleure pendant des jours, et même encore un peu plus. Elle pleure jusqu'à se vider de toute son eau. Son corps devient sec, presque transparent. Sa petite robe de printemps, toute trempée, flotte autour de sa taille. Maloureine renifle un coup, soupire et s'assoit sur une pierre.
Elle a la tête vide, l'estomac vide et le cœur vide. Si on tapait dessus avec une baguette, ça ferait de la musique comme sur un xylophone. On pourrait même y jouer un petit air. Un petit air? Mais oui, justement. Elle entend comme une chanson, un petit air doux qui volette dans sa tête, une voix suave, une voix de fée qui coule comme du miel sur une tartine beurrée. Mais elle n'entend pas bien, elle n'entend que la musique de la voix, pas les paroles. Elle ferme les yeux et se concentre. Oui, ça y est maintenant. Elle entend mieux la voix qui lui dit ce qu'elle doit faire. Bien sûr, c'est clair maintenant. La voix est bien nette. Trouve la reine des fées. Trouver la reine des fées? Évidemment. Comment n'y a-t-elle pas pensé plus tôt? La reine des fées, ça peut tout arranger. Quelle bonne idée! Malourène se dresse sur ses jambes. Elle va aller trouver la reine et tout lui raconter. Tout! Et comme elle va les envoyer valser toutes ces fées prétentieuses et leur congrès annuel. Et la reine lui donnera un plus beau chapeau, plus haut, plus pointu, plus brillant, et une grosse voiture, et un prince charmant qu'on peut mettre en bandoulière. Les dernières larmes qui mouillaient encore sa robe s'évaporent instantanément. Ses yeux brillent, et il n'y a pas de temps à perdre. Malourène se met en marche. Elle part droit devant elle, et elle marche jusqu'au prochain carrefour. Là, elle s'arrête. Elle est bien embêtée. Où aller? C'est vrai, elle ne sait pas où elle habite, la reine des fées. La joie de Malourène aura été de courte durée. Découragée, la petite fée s'assoit de nouveau sur une pierre. Si elle avait encore des larmes en réserve, elle se remettrait à pleurer. Elle reste ainsi un long moment, le menton dans la poitrine, les épaules tombantes, l'œil droit en accent aigu et le gauche en accent grave. Non seulement elle n'a plus de larmes, mais elle n'a plus d'espoir. À ce moment-là, elle ressent une légère chatouille sur sa jambe droite. Elle regarde distraitement et aperçoit une fourmi grimpant le long de son mollet. Une petite fourmi noire comme une poussière de charbon. Malourène la regarde sans rien dire. Puis elle soupire en se disant que ça doit être bien triste aussi de vivre dans le monde des fourmis. Ça doit être bien triste de vivre dans un monde où tous les gens sont habillés en noir, un monde qui tourne en rond sur ses petites pattes maigres, un monde où on regarde toujours par terre, un monde où il n'y a pas de fées. « Crois-tu vraiment? » dit la fourmi. Malourène ouvre de grands yeux et une grande bouche. Mais elle ne dit rien, elle ne sait pas quoi dire. D'ailleurs, que dire à une fourmi qui parle et lit dans les pensées? Ça n'est pas courant. Et pourtant, ce n'est qu'une petite fourmi noire comme toutes les fourmis. « Pas noire, fait la fourmi. Anthracite. Il y en a de toutes les couleurs des fourmis. Charbon, fumée, pétrole, ailes de corbeau, astrakhan, que sais-je encore? Il n'y en a pas deux pareils. » Malourène se penche et regarde de plus près. C'est vrai qu'elle n'a jamais vu une fourmi comme ça. Une drôle de fourmi. « Les fourmis, c'est comme les fées, » reprend la fourmi. « Il y en a des grandes qui brillent et des petites qui pleurent, mais elles sont toutes des fourmis et chacune est unique. » Intriguée, Malourène se demande ce que font les petites fourmis qui pleurent pour devenir grandes et briller. « Elles cherchent la reine des fourmis, pardi, » répond la fourmi. Décidément, cet insecte extraordinaire voit tout ce qui se passe dans la tête de Malourène. Cependant, la fée n'est pas plus avancée. Elle le sait bien qu'elle doit rechercher la reine des fées. Mais de quel côté aller? « Par là, » laisse tomber la fourmi. « Par où? Où ça? » Malourène baisse les yeux. « Plus de fourmis. » Elle regarde autour d'elle, se met à quatre pattes, cherche la fourmi dans l'herbe. Mais elle ne voit que quelques fourmis ordinaires, noires, qui regardent par terre et tournent en rond sur leurs petites pattes maigres. C'est désespérant. Malourène se demande même si cette fourmi parlante a vraiment existé ailleurs que dans son imagination. Et puis, par là, c'est de quel côté? Chapitre 3. Caillou et pissenlit.
Finalement, la petite fée se dit que le plus simple, c'est encore d'aller tout droit. En allant toujours dans la même direction, elle finira bien par arriver quelque part. Et c'est certainement là qu'elle habite, la reine des fées. C'est peut-être ce que signifie par là. Malourène se remet donc en marche. Elle marche pendant des jours et des jours. Le vent fait claquer sa petite robe défraîchie comme un drapeau autour de ses jambes fluettes. Le soleil lui fait mal aux yeux, la pluie a trempé ses couettes qui pendent de chaque côté de sa tête comme des queues de rat, ses sandales sont couvertes de boue. Cependant, elle avance toujours. Elle est persuadée que la maison de la reine des fées apparaîtra au prochain détour du chemin. Mais chaque fois qu'elle y arrive, elle n'aperçoit au loin qu'un autre virage. Ni maison, ni reine des fées. Quelquefois, pourtant, il lui semble apercevoir à l'horizon quelque chose qui pourrait être cette maison. Elle se hâte. Hélas, en approchant, elle se rend compte que ce qu'elle a pris de loin pour des cheminées et des tourelles n'est en fait qu'une vieille souche toute tordue. Et elle passe son chemin, la mort dans l'âme, sans se retourner. Elle a tort d'ailleurs, car si elle se retournait de temps en temps, elle verrait les souches rigoler dans son dos. Mais elle ne voit rien, ni les souches rire de sa naïveté, ni la maison apparaître devant elle. D'ailleurs, à quoi ressemble-t-elle, cette maison? Peut-être est-elle déjà passée devant sans la voir? Alors, le désespoir et la lassitude s'abattent de nouveau sur ses épaules et la petite fée se laisse tomber dans l'herbe comme un sac. En cet instant-là, elle voudrait bien n'être qu'une fourmi noire, ordinaire, et tourner en rond sur ses petites pattes maigres, sans se poser de questions. « Et pourquoi donc tourner en rond, je vous prie? » fait une voix pointue à côté d'elle. Malourène redresse la tête et regarde autour d'elle. Personne, pas même une fourmi, rien qu'un pissenlit planté là dans l'herbe à ses pieds. « Pourquoi tourner en rond? » répète le pissenlit. « Reste donc où tu es, c'est le monde qui tournera autour de toi, ça reviendra au même et c'est bien moins fatigant. » Malourène est ébahie. C'est bien la première fois qu'un pissenlit lui donne des conseils. Dire que sa grand-mère les mange, les pissenlits. Est-ce qu'il crie quand elle les croque? « Pose-toi donc les bonnes questions, voyons, » reprend le pissenlit qui semble avoir lu dans les pensées de la fée. « Les bonnes questions? Il est comique, ce pissenlit, pense-t-elle. Est-ce qu'il connaît les bonnes réponses, lui? Est-ce qu'il sait à quoi elle ressemble, la maison de la reine des fées, puisqu'il est si malin? »« La maison de la reine des fées, affirme le pissenlit d'un ton sentencieux, on la reconnaît d'abord à sa porte. C'est une porte familière. On la pousse sans y prêter attention, sans frapper ni sonner. Et puis, surtout, cette maison n'est jamais bien loin. » Hélas, Malourène n'a pas entendu la dernière phrase. Elle est partie avant, un peu vexée. Décidément, ce pissenlit ne vaut pas mieux que la fourmi, pense-t-elle. Fourmi et pissenlit feraient mieux de ne pas parler si c'est pour dire des bêtises pareilles. Quel voyage ridicule! Malourène n'a rencontré en tout et pour tout qu'une fourmi et un pissenlit qui ont raconté n'importe quoi. Autant rentrer à la maison et oublier toute cette histoire. Malourène fait demi-tour et se remet en route. Elle est un peu maussade, mais, en chemin, sa mauvaise humeur s'évapore vite au soleil. Petit à petit, elle se prend à sautiller. Elle chantonne, elle fait des moulinets avec sa baguette magique, elle regrette même un peu de ne pas avoir écouté plus attentivement le pissenlit et la fourmi. Leurs conseils semblaient un peu loufoques, bien sûr, mais n'y avait-il pas un message caché derrière leurs paroles énigmatiques? Finalement, elle n'avait pas tort, cette fourmi. Il faut aller par là. Cela veut dire qu'il faut suivre sa pente naturelle, tout simplement. Il faut rentrer à la maison. Qu'y a-t-il de mieux à faire? Malourène se sent le cœur plus léger maintenant qu'elle a pris sa décision. Elle tapote amicalement les vieilles souches, lance sa baguette en l'air puis la rattrape comme un tambour major. Et, curieusement,
Sur son passage, les souches reverdissent comme si on leur avait fait une piqûre de printemps. La petite fille ne voit plus le temps passer. C'est normal, puisqu'elle n'attend plus rien. En un rien de temps, la voilà dans son jardin, au milieu de ses fleurs, de son herbe. Il y a même des fourmis et des pissenlits. Il y en a toujours eu d'ailleurs. Maloureine est même contente de retrouver un vieux caillou tout couvert de mousse. C'est un caillou qu'elle a toujours vu au même endroit du jardin, été comme hiver, année après année. Un vieux caillou ordinaire. Elle se sent d'humeur à plaisanter. « Salut !» dit-elle en riant aux éclats, tout à la joie de se retrouver chez elle. « Comment vas-tu, vieux caillou? »« Pas mal, » répond le caillou. « Et toi? » La fée sursaute. « Quoi, ça recommence? » s'écrie-t-elle. « Les cailloux parlent maintenant? Et celui-ci, il va sans doute me dire que la reine des fées est dans ma chaussure? »« Eh, pourquoi pas? » dit le caillou. « En cherchant bien. » Maloureine est stupéfaite, mais elle est fatiguée des questions. Elle réplique vivement. « Ah non! Et d'ailleurs, je ne cherche plus rien. »« C'est comme moi, » répond le caillou. « C'est beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, ça ne sert à rien de chercher. Il suffit de trouver. C'est tellement plus pratique. » Maloureine le regarde avec attention. Drôle de caillou. Est-ce qu'il aurait trouvé ce qu'elle cherche? C'est insensé. Il n'a sûrement pas bougé d'ici depuis des centaines d'années. Chapitre 4. La maison de la reine. Le caillou s'est tu. Ce n'est plus maintenant qu'un vieux caillou recouvert de mousse. Maloureine s'assoit dessus et se met à réfléchir. Ce caillou n'a pas tort, dans le fond. Le pissenlit et la fourmi disaient la même chose que lui. Rien ne sert de courir. Et rien ne sert de vouloir ressembler aux autres. Elle n'est pas une petite fée. Elle est une fée tout court, une fée à part entière. Elle n'a rien à envier aux autres fées. Elle se sent très bien comme elle est. Elle ne sera pas plus fée en cousant des diamants sur son chapeau ou en se mettant de l'hermine autour du cou. Pendant les mois suivants, Maloureine reste dans son jardin, dans sa maison, dont la porte familière s'ouvre pour elle sans même qu'elle y fasse attention. Elle regarde les fourmis s'activer dans le jardin. Elle sait les reconnaître. Il n'y en a pas deux pareils. Elle cultive les pissenlits, elle plaisante avec les cailloux, elle sourit sans avoir à se forcer, simplement parce que c'est l'expression qui lui semble la plus reposante. Ses voisins aiment beaucoup venir la voir. Elle est si gaie, elle est si gentille et si simple à la fois. Et puis les voisins des voisins viennent aussi. On vante partout sa sagesse, on vient de toute la région pour la consulter. Maloureine accueille volontiers ses visiteurs, elle apaise leurs soucis d'un mot. Les gens se sentent à l'aise, elle a des réponses toutes simples aux questions les plus délicates. Et souvent, alors qu'ils étaient arrivés pleins de tristesse, ils repartent en sifflotant. De voisin en voisin, la renommée de Maloureine s'étend ainsi à tout le pays et elle reçoit beaucoup de visites. On vient de très loin, des gnomes, des lutins, des elfes et même des fées. De belles grandes fées qui trouvent que Maloureine sait si bien les comprendre. Sa porte est toujours ouverte, c'est une porte familière qu'il pousse sans frapper ni sonner. Et l'année s'écoule ainsi jusqu'au nouveau congrès annuel des fées. Cette fois, Maloureine reçoit un joli carton d'invitation pour le bal. Elle est très aimée maintenant. On apprécie sa compagnie, on la demande, on la réclame. Émue par cette attention, elle accepte de s'y rendre. Maloureine arrive très simplement, à pied. Elle porte toujours sa petite robe de printemps et ses sandales, car les soucis de la mode lui sont étrangers. Elle n'est plus intimidée par le luxe des toilettes de certaines fées. Elle comprend très bien qu'elles aiment s'habiller ainsi, c'est si joli. Mais elle sait maintenant que les beaux atours ne sont que ce qu'ils sont, des ornements. Maloureine monte le grand escalier de l'hôtel chic sans même laisser ses empreintes sur l'épais tapis rouge. Elle passe entre les majordomes rouges et dorés qui la regardent du coin de l'œil sans sourciller. Puis elle descend dans le salon d'apparat. La salle immense brille de mille feux. Une foule de fées plus féeriques les unes que les autres virevoltent au milieu des éclats de rire, des paillettes et des bijoux.
Riches vêtements, fourrures, or et perles jettent leur feu. Mais au fur et à mesure que Maloureine s'avance au milieu de ce beau monde, les grandes fées, les belles fées, toutes s'écartent sur son passage en rougissant et en baissant les yeux. Oh non, elles ne se moquent pas d'elle, au contraire, elles se rendent bien compte, maintenant, que ce n'est pas leur éclat ou la beauté de leurs robes qui font d'elles des fées. En voyant Maloureine si simple et si clairvoyante, elles ont compris pourquoi elle était la plus grande d'entre elles. Et toutes s'effacent devant elle en murmurant respectueusement. « Regardez, la voilà! C'est elle! C'est la reine des fées! »